Bienvenue dans Vivre avec un traumatisme crânien. Je suis Sophie Lemaître et avec l'AFTC LR, l'association des familles de traumatisés crâniens et cérébrolésés du Languedoc-Roussillon, nous vous proposons dans cette série d'épisodes de partir à la rencontre de spécialistes. Ces discussions vont vous permettre de connaître vos droits, les accompagnements possibles, mais aussi de comprendre ce qu'implique un traumatisme crânien dit léger ou un trauma crânien dans le sport. Avec ces épisodes, nous espérons que vous y verrez plus clair et que cela vous aidera à mieux vivre avec un traumatisme crânien. Bonjour Edith Louis, vous êtes présidente de l'AFTC LR, l'association des familles de traumatisés crâniens et cérébrolésés du Languedoc-Roussillon. Et aujourd'hui, nous allons discuter de la manière dont les associations peuvent accompagner et soutenir les personnes traumatisées crâniennes et leur entourage. Alors Edith, comment est née l'association ? Bonjour Sophie. Alors l'association, elle a été créée par la mère d'un jeune homme qui avait eu un accident, un traumatisme crânien à 14 ans, qui s'appelle Annie Martel. Elle avait adhéré à une association de famille sur la région parisienne, elle avait déménagé ici et il n'y avait pas d'association de famille ici. Donc elle s'est dit, je vais en créer une pour qu'il y ait des ressources et des gens pour accueillir les nouvelles familles et les nouvelles personnes, pour pouvoir les écouter et les orienter. Et qu'est-ce qui vous a amené, vous, à vous investir dans l'association ? Alors moi, j'ai une grande sœur qui a eu un TC sévère à l'âge de 6 ans. Elle a été renversée par une voiture. J'étais adhérente de la FTC Île-de-France pendant que je travaillais. Et puis en 2015, j'ai eu l'opportunité d'avoir un peu plus de temps. Et j'avais envie de trouver comment je pouvais aider. Et donc j'ai frappé à la porte. Et puis depuis, j'en suis pas repartie. Et ça, c'était il y a combien de temps ? C'était en septembre 2015, donc bientôt 10 ans. Ouais, c'est une belle histoire. Quel est le rôle de l'AFTC pour qu'on comprenne mieux en fait comment l'AFTC joue un rôle auprès des personnes traumatisées crâniennes et de leur entourage ? Alors comme tu l'as dit en introduction, c'est une association de familles et en majorité on est des familles qui avons un proche qui a eu un traumatisme crânien ou un AVC ou une anoxie cérébrale, c'est-à-dire des lésions cérébrales acquises. Quand je suis arrivée ici, le cri du cœur de toutes les présidentes qui m'ont précédée, c'était le parcours du combattant qu'on a vécu nous, on aimerait l'éviter aux familles qui sont nouvellement touchées. Donc, ce qu'on essaye de faire ici, c'est de mettre ensemble toutes nos expériences, notre expertise aussi, au service des nouvelles familles. En fait, on peut dire qu'on est des facilitateurs, c'est-à-dire qu'on a fait un travail de repérage, on est en lien avec les médecins spécialisés, les médecins de médecine physique et de réadaptation. On est en lien avec les neuropsychologues, on est en lien avec les établissements et les services médico-sociaux, on est en lien avec des avocats, des cabinets d'avocats, on est en lien avec les institutions et on essaye de faire que les gens trouvent plus vite la bonne porte à laquelle frapper. Mais la première mission, c'est une mission d'écoute. Parce que les familles, quand elles arrivent ici, alors ça peut être très tôt après l'accident ou longtemps après l'accident, elles ont un grand besoin de parler. Et concrètement, quand on prend rendez-vous, nous on essaye à l'association d'être au moins 2 personnes. Et quand les familles ou les personnes viennent, et parfois c'est la famille toute seule, parfois c'est la personne toute seule, parfois c'est les deux, on passe au minimum 2 heures. Les entretiens, ils durent au moins 2 heures parce que les gens ils ont besoin de raconter ce qui s'est passé, de déposer une sorte de fardeau. Et puis, en fait, ce que tout le monde nous dit, c'est « je suis perdue, je ne sais pas quoi faire, on m'a pas dit ce qui allait se passer, on m'a pas dit ce que j'allais devenir ». Et donc, nous, on aide les gens, une fois qu'on les a écoutés, qu'on a posé quelques questions, on met en œuvre notre réseau et on oriente les gens en disant, voilà, vous devriez peut-être aller voir tel médecin, aller à tel hôpital, et on donne des conseils. Merci beaucoup. Et l'AFTCLR fait partie d'un réseau plus large d'associations à travers la France. Tu as mentionné l'AFTC en Île-de-France. Ça fait partie de France Cérébrolésion. Est-ce que tu peux nous dire comment ça fonctionne en fait un petit peu ? C'est peut-être une association qui chapeaute un petit peu les autres. Quel est le lien et comment vous travaillez ensemble à travers la France ? Alors, c'est un petit peu particulier parce que il y a d'autres associations comme France Alzheimer ou France AVC qui sont des associations nationales et qui ont des délégations en région.
Nous, c'est un peu le contraire, c'est qu'on est des associations départementales ou régionales. Nous sommes toutes indépendantes les unes des autres. On a toutes les mêmes missions, mais on fonctionne de façon différente selon les gens qui sont dans l'association, selon les bénévoles. Et on peut dire qu'on se fédère dans une union nationale qui s'appelle maintenant France Cérébrolésion, qui nous fédère et puis qui joue un rôle au niveau national, qui joue un rôle de plaidoyer, comme on dit maintenant, sur des questions de droit, de représentation dans les instances, par exemple, afin qu'on puisse faire entendre la voix des personnes cérébrolésées et de leurs familles. Tu as commencé à parler un petit peu de l'accompagnement que vous faites. Donc tu disais que tu prenais rendez-vous et tu accueillais pendant 2 heures les personnes. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cet accompagnement ? Est-ce qu'il diffère en fonction si la personne qui vous en contacte, c'est une personne qui est traumatisée crânienne ou si c'est son entourage ? Donc voilà, si tu peux nous décrire un petit peu cet accompagnement et ces différentes étapes. Alors, ça va être un peu difficile parce qu'en fait, on se rend compte que à chaque fois, c'est du sur-mesure. Parce que les circonstances de l'accident, l'âge de survenue de l'accident, la situation sociale de la personne, le fait qu'elle ait une famille ou pas autour d'elle, tout ça fait que les problèmes sont différents. Et du coup, il faut que nous, on arrive à trouver, alors en posant pas mal de questions quand même, parce qu'on n'est pas des psychologues, c'est pas des permanences d'écoute au sens traditionnel. C'est-à-dire, évidemment, il y a de l'écoute, mais aussi on pose un peu des questions pour arriver à comprendre les besoins de la personne et de son entourage et de réfléchir tous ensemble à la meilleure des solutions, si elle existe. Et quel type d'activité, du coup, vous proposez ? Donc en plus de nos rendez-vous, parce que en fait les gens peuvent revenir, Ils viennent une première fois, mais s'ils ont quelque chose qui arrive dans leur vie, un dossier MDPH qui est en panne ou quelque chose comme ça, ils peuvent tout à fait nous contacter. Donc ça, c'est quand même une grosse partie. Et j'allais dire, c'est presque le cœur de nos missions, c'est de répondre présent à chaque fois qu'on est sollicité. Ensuite, dans nos missions, il y a quelque chose qui nous tient à cœur, c'est de partager l'information. Depuis le départ, on organise une manifestation pour les familles qui s'appelle Point Rencontre Famille. Alors c'est ouvert à tout le monde. Les personnes cérébrolésées, les familles, les proches aidants, les professionnels. Et là, on fait intervenir des professionnels sur un sujet particulier. Ça peut être le docteur Claire Jourdan qui vient parler des séquelles, une juge du contentieux des tutelles qui vient parler de la protection des majeurs, ça peut être une neuropsychologue, ça peut être la directrice de la MDPH. Donc c'est un partage d'informations. Ensuite, on a une autre activité qu'on a mise en place il y a assez longtemps aussi, mais alors là, elle est réservée aux familles ou aux proches aidants, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de professionnels et il n'y a pas de personnes cérébrolésées. Les rencontres des aidants, donc elles ont lieu à Montpellier et à Nîmes pour l'instant. On aimerait bien qu'il y en ait un jour à Béziers et à Perpignan, parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'on est une AFTC régionale et qu'on couvre les 5 départements de l'ancienne région Languedoc-Roussillon. Donc dans ces rencontres des aidants, on se rencontre entre familles. Pour que ce soit convivial, on le fait dans un restaurant, en général un bar à tapas ou un libanais ou quelque chose comme ça, de façon à ce qu'on puisse discuter, mais que ce soit pas non plus un groupe de parole trop pesant, parce que en même temps, on a besoin de déposer, comme je disais tout à l'heure, nos soucis, mais on a aussi besoin de passer un bon moment, d'échanger. Ce qui est assez intéressant dans ces rencontres des aidants, c'est que si moi un jour ça va pas très bien et puis qu'il y a quelqu'un d'autre, en ce moment ça va plutôt bien avec son proche, ça me redonne un petit peu de l'énergie, de l'espoir. Ça permet de soutenir ceux qui sont dans des périodes un peu basses. C'est aussi ce qu'on appelle maintenant de la pérédance. Et comme on est tous concernés, on sait que 1, on se comprend, même à demi-mot parfois on se comprend, et 2, ce qui est très important, c'est qu'on ne se juge pas. C'est un espace en fait sécuritaire où on peut venir déposer comment on se sent, partager ses hauts et ses bas et pouvoir peut-être aussi avoir des astuces des uns et des autres. Voilà, on échange aussi, bien sûr on échange, mais c'est vrai que cet espace où, j'allais dire en toute confidentialité, parce que ce qui se passe ne sort pas de là où on est, ça permet de dire des choses que peut-être on ne peut pas dire ailleurs, peut-être on ne peut même pas dire en famille parfois. On peut peut-être pas les dire à ses proches, mais dans ce moment-là, dans ce contexte-là, ça peut sortir. En restant sur cet aspect entourage et aidant,
Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'impact que ça a sur l'entourage? Voilà, les personnes traumatisées crâniennes peuvent avoir des séquelles et ça impacte nécessairement la vie de la personne. On en reparlera peut-être juste après, mais ça aussi impacte l'entourage. Donc est-ce que tu peux nous en dire plus pour qu'on voit concrètement quelles sont les répercussions sur l'entourage et puis voir aussi ce qui peut aider les aidants, parce qu'à un moment donné, on doit peut-être aussi avoir besoin de souffler. Et voilà, avec ces rencontres au restaurant, tapas, ça permet de souffler, mais il y a peut-être d'autres choses qui peuvent être faites. Nous, on a coutume de dire à l'association qu'il y a la personne traumatisée crânienne. Alors, quand je dis traumatisée crânienne, c'est cérébrolésée aussi, parce que c'est souvent une survenue traumatique. Un AVC, ça arrive aussi en quelques secondes. Une anoxie cérébrale, ça arrive en quelques secondes. On a coutume de dire que la famille, elle est traumatisée aussi. C'est-à-dire, est-ce que tu peux nous dire? C'est-à-dire que c'est un tel choc qui arrive, parce que ce qui est compliqué, dans tous les exemples que je viens de donner, c'est que parfois la vie de ton proche, elle est en jeu. C'est-à-dire que dans les accidents particulièrement graves, ton proche, il est en réa, et la question c'est, est-ce qu'il va vivre ou est-ce qu'il va pas vivre? Donc c'est une période de stress intense, un traumatisme important. Il y a certaines familles qui assistent à l'accident de leurs proches, donc ça c'est encore quelque chose d'autre, mais qui est très important à prendre en considération. Il y a ce moment très intense de la phase hyper aiguë de la réanimation, où on est dans un stress pas possible. Ensuite, si on a la chance que notre proche se réveille, il y a un moment de soulagement. Il y a une phase de récupération naturelle du cerveau, il y a la rééducation qui arrive, qu'on appelle post-aigu, où là on reprend un petit peu espoir. On est tellement soulagé que notre proche soit pas mort qu'on reprend un petit peu espoir. Et puis après, il y a une autre période difficile qui est que une fois que les fonctions vitales se sont remises en route, et puis que notre proche, il remarche, il reparle, il nous reconnaît, il mange. Et là, ça se passe souvent au retour à la maison. Là, on commence à comprendre qu'il y a des séquelles auxquelles on ne s'attendait pas forcément, qui sont moins visibles que le fait de plus marcher, de plus manger, de plus parler, mais qui sont quand même des séquelles très invalidantes pour la personne et qui sont très perturbantes pour la famille, parce que dans un premier temps, la famille, elle ne comprend pas. Et c'est pour ça qu'on essaye de faire le plus possible de formats informatifs pour que les familles aient de l'information qui les aide à comprendre. Alors, évidemment, une information simple, pas médicale, puisque je disais on n'est pas des psychologues, mais on n'est pas des médecins, on n'est pas des neuropsys, mais quand même il y a des choses qui sont rassurantes. En tout cas, il faut arriver à comprendre certaines choses si on veut ne pas se perdre dans les questions. Est-ce que tu peux nous donner des exemples quand tu dis les aider à mieux comprendre quand ils sont perdus? Quelques situations pour que ce soit plus concret pour les personnes peut-être qui là ont un proche qui a eu un trauma crânien et qui ne comprennent pas et du coup là ça peut peut-être les aider à mieux appréhender la situation. Alors par exemple, on va le dire vite, dans les troubles de la mémoire, c'est une expression un peu fourre-tout parce que ça peut recouvrir énormément de choses. Mais parfois, les familles sont complètement décontenancées par le fait qu'elles se disent « Mais pourquoi il me repose la question 15 fois ? Je viens de lui répondre il y a 4 minutes, pourquoi il me repose la question ?» Et si on ne comprend pas ce trouble-là, il peut y avoir un certain agacement. Et c'est très très dommageable parce que de notre part à nous, proches, cet agacement il est ressenti par notre proche, qui est déjà lui-même en grande difficulté cognitive, mais forcément émotionnelle, et donc ça rajoute une couche à son émotion. Donc nous, on pense que ce que nous, on a expliqué aux familles dans un premier temps, c'est à quel point il faut qu'elles comprennent tous ces troubles-là pour pouvoir être capables, mais c'est pas facile et on n'y arrive pas tout le temps, même à distance, de rester relativement positif, tranquille et serein, afin que notre proche ne soit pas embarqué dans ce stress supplémentaire. Il en a déjà beaucoup, donc ça c'est un conseil qu'on donne beaucoup. Il se souvient pas, il vous demande 14 fois, c'est pas grave, vous répétez 15 fois, et puis voilà. Une autre chose que les familles ne comprennent pas au départ, et quand on le leur dit, elles nous disent « Ah oui, ah bon, j'avais pas compris », c'est l'intolérance au bruit. Alors, l'intolérance au bruit, c'est une façon de dire ça assez facilement, mais dans les séquelles, il y a un trouble qui fait que le cerveau ne fait plus la discrimination des sons. C'est-à-dire que ce qui nous paraît naturel
quand on est dans un dîner, d'arriver à isoler quand on parle avec notre voisin d'en face et d'isoler les conversations qui sont à côté. Pour une personne cérébrolésée, parfois, tout le bruit est au même niveau, d'où une très grande fatigue. Moi, je me souviens d'avoir eu une maman au téléphone qui me disait « Quand j'appelle mon fils, la conversation dure très très peu longtemps. » Et un jour que moi j'appelais cette dame, il y avait beaucoup de bruit ambiant derrière elle. Et je lui ai dit « Est-ce que vous êtes dehors ?» Il m'a dit « Non, c'est la télé. » Et je lui ai dit « Est-ce que quand vous appelez votre fils, la télé, elle est à ce niveau-là ?» Elle m'a dit « Oui. » Alors je lui ai dit « Écoutez, essayez de ne pas mettre la télé quand vous appelez votre fils. » Et effectivement, alors la conversation s'est pas transformée en un quart d'heure, 20 minutes, mais la conversation s'est déroulée dans de meilleures conditions. On le dit aussi quand il y a des fêtes de famille, par exemple, parce que l'entourage, il est content de revoir le proche, bien sûr. C'est une sorte de fête. Et en même temps, là, la personne, elle est complètement isolée dans ce bruit infernal qui fatigue vraiment son cerveau. La fatigabilité aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on a besoin d'expliquer beaucoup aux familles, parce que pour eux, la fatigabilité, c'est quelque chose de physique, alors que là, c'est une fatigabilité du cerveau, vraiment, qui peine à faire ce qu'il a à faire, et qui, quand il est comme ça en bout de course, peut entraîner, alors ce qu'on peut appeler des troubles du comportement. Moi, j'aime pas trop ce mot-là, parce que ça fait un peu je me comporte mal. Alors qu'en fait, souvent, ce sont les difficultés physiologiques ou neurologiques, émotionnelles, d'anxiété qui font que la personne ne peut plus gérer son émotion et que donc ça craque. Merci beaucoup, on voit bien les répercussions et une chose qu'on voit aussi, c'est que le cerveau, c'est quelque chose qui n'est pas visible, contrairement si on se casse un bras ou une jambe, on voit notre bras ou notre jambe blessé et se réparer, alors qu'avec le cerveau, que ce soit pour la personne traumatisée crânienne ou pour l'entourage, ne se rend pas compte à quel point le cerveau est blessé, et c'est vraiment important de poser des mots et d'expliquer les différentes situations, et ça m'amène à me poser cette question: comment est-ce que vous accompagnez, là on parlait des aidants, mais comment est-ce que vous accompagnez les personnes traumatisées crâniennes? Est-ce que c'est le rôle de l'association, ou l'association elle accompagne plutôt des aidants? Voilà, comment agissez-vous ou interagissez-vous avec des personnes cérébrolésées? En tant qu'association de famille, c'est plutôt les familles qui viennent nous voir, mais de plus en plus, il y a des personnes cérébrolésées qui viennent nous voir elles-mêmes. Donc, évidemment, c'est pas les mêmes sortes d'interactions. Souvent, quand même, quand elles viennent nous voir, c'est qu'elles sont en difficulté dans leur parcours. Parce que c'est vraiment le cri du cœur de toutes les familles. Quand on a un proche, ou quand on est soi-même cérébrolésé, c'est le parcours du combattant. Parce que, comme tu le disais, dans la mesure où c'est le cerveau et qui pilote tout, tous les aspects de notre être sont touchés. Tous les secteurs de la vie sont touchés en fonction de l'âge auquel ça survient. Et souvent, elles viennent nous voir, les personnes cérébrolésées, parce qu'elles sont en panne à un moment avec leur dossier MDPH. MDPH, c'est Maison départementale des personnes handicapées, ou elles sont en recherche d'un médecin. Elles ne savent pas à quelle porte s'adresser, parce que la spécialité médecine physique et réadaptation, c'est pas une spécialité très connue. Moi, je dis toujours, quand on est cardiaque, on sait qu'on va voir le cardiologue. Quand on a un cancer, on sait qu'on va voir l'oncologue. Mais quand on est cérébrolésé, est-ce qu'on sait comme ça qui est-ce qu'on doit aller voir? Ben non. Les neuropsychologues, c'est pas très connu non plus. L'organisation des services dans les hôpitaux, elle est pas toujours non plus très évidente. C'est pas les mêmes services que les maladies neuro-évolutives, par exemple. Donc, il y a quand même énormément de spécificités. Donc, souvent, elles ont besoin de cet accompagnement. Dans un premier temps, et là, ce sont les personnes et les familles, la première chose qu'elles nous disent qui leur font du bien, c'est être écoutées, être entendues, être crues, être comprises et ne pas être jugées. Voilà. Ça, c'est vraiment les retours qu'on a. Vous ne nous jugez pas, on me l'a encore dit hier ou avant-hier, je ne me sens pas jugée, alors je peux dire des choses. On essaye de faire cet espace, je dirais pas un cocon, mais cet espace où on essaye de ménager une certaine sérénité pour que ce qui est difficile, ce qui est complexe, ce qui est compliqué, ce qui pose question, puisse au moins se poser le plus clairement possible. C'est ça notre difficulté, c'est que les problèmes se posent, qu'on arrive à les décrypter de la façon la plus précise possible pour pouvoir trouver les réponses les plus adaptées. Et comme je le disais tout à l'heure, comme il n'y a pas deux personnes qui se ressemblent, eh ben, il n'y a pas deux réponses qui se ressemblent.
Je voudrais aborder un autre sujet avec toi, c'est de savoir quels sont les sujets prioritaires sur lesquels les pouvoirs publics, le gouvernement, l'État et les professionnels de santé doivent se pencher. Est-ce qu'il y a à l'heure actuelle des besoins qui ne sont pas couverts et il faudrait une attention particulière pour que le parcours des personnes cérébrolésées se passe le mieux possible? Alors là, oui, on a des choses à dire et je crois que toutes les AFTC de France ont à peu près les mêmes choses à dire que nous. Alors, dans un premier temps, un meilleur repérage des professionnels de santé, puisque comme je disais tout à l'heure, c'est compliqué de s'y retrouver. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, ce serait peut-être... alors, il y a des efforts qui sont faits, une meilleure coordination, parce que du coup, dans le parcours, on est amené à rencontrer pas mal de professionnels de santé différents. Le médecin MPR, le neuropsychologue, l'épileptologue, le phoniatre si on a des problèmes de fausse route, les neurologues, la rééducation, les kinés, l'orthophoniste, le psychiatre aussi, parce qu'il y a de la prise en charge un peu psychiatrique sur certains troubles. Et en fait, peut-être, je sais qu'il y a des équipes de médecins qui la travaillent, cette question, une meilleure coordination, qu'on ait enfin un parcours un peu fléché. Troisième élément qu'on a repéré qui nous pose question, c'est que on a l'impression qu'il y a un blanc, il y a un trou à la sortie du centre de rééducation. C'est-à-dire que en France, je sais pas dans les autres pays, mais en France, on a cette chance-là que la prise en charge sanitaire, c'est-à-dire comme je disais tout à l'heure, la phase aiguë, réanimation, suivi, elle est très performante. Ça a fait des progrès en quelques années qui sont quand même importants. Les centres de rééducation sont bien. Mais nous, ce que les familles nous disent, c'est qu'à la sortie du centre de rééducation, elles se retrouvent un petit peu livrées à elles-mêmes. Et souvent, c'est à ce moment-là qu'elles viennent nous voir en nous disant « Mais qu'est-ce que je dois faire maintenant ? On m'a rien dit. » Ce que je te disais tout à l'heure, en centre de rééducation, la récupération naturelle plus le centre de rééducation, le proche, il a récupéré des trucs. Mais après, qu'est-ce qu'on fait ? Et si la personne ne peut pas retourner travailler, si elle peut pas retourner à l'école ou au lycée, qu'est-ce qui se passe ? Et donc là, peut-être qu'il faudrait prévoir, alors on n'a pas d'idée, mais on y réfléchit, on va peut-être commencer à faire un petit livre blanc, peut-être nous aussi, avec des propositions. Il faudrait combler ce trou. Et puis, enfin, alors on n'est pas raccord du tout avec les recommandations de l'ONU qui visent la France chaque année en disant qu'il y a trop d'institutionnalisation. Mais nous, on pointe vraiment qu'il n'y a pas assez de place en foyer d'accueil médicalisé. On appelle ça maintenant établissement d'accueil médicalisé, en maison d'accueil spécialisée, dans les services de SAMSA et de SAVS pour les personnes cérébrolésées. Il y a des listes d'attente immenses. Et franchement, on est beaucoup sollicité pour trouver des établissements. Et par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur nos missions, je voulais ajouter quelques petites choses aussi. On reçoit les familles, on essaye d'améliorer l'information. On représente, dans les AFTC souvent, on représente les droits des personnes cérébrolésées dans les institutions. Donc, comme je disais tout à l'heure à la MDPH, où certains de nos membres siègent en commission des droits, de l'autonomie. Dans les CDCA, Conseils départementaux autonomie citoyenneté. C'est un univers où il y a beaucoup d'acronymes. Dans les CVS des établissements médico-sociaux, donc ce sont les conseils de la vie sociale, dans les CDU des hôpitaux, dans les commissions des usagers, parce que c'est quand même important dans la mesure où les troubles ne sont pas toujours simples à expliquer pour la personne elle-même, pas simple à comprendre pour les non spécialisés. C'est important de porter cette attention particulière au fait que soit bien représenté. Il y a aussi une autre mission qui est importante, c'est qu'on essaye de repérer les besoins non couverts pour essayer justement de solliciter les institutions afin qu'il y ait, si possible, des créations. Par exemple, en ce moment, on voit que sur la région de Béziers, il y a un gros manque d'accompagnement social des personnes cérébrolésées. Donc là, on fait une demande à l'Agence régionale de santé d'Occitanie pour voir s'ils pourraient créer quelque chose. Est-ce qu'il y a des initiatives en cours en ce moment en France, sur tout le territoire, pour mieux accompagner les cérébrolésés et leur entourage ? Alors on va commencer par chez nous, on va commencer par l'Occitanie. Donc là, il y a les médecins MPR d'Occitanie, Toulouse, Montpellier, Nîmes, Perpignan, qui ont monté un groupe de travail. Je vais pas dire le nom parce qu'il est imprononçable, mais en fait, le but,
c'est de justement travailler à la création d'un réseau, déjà entre professionnels, pour que eux, entre eux, déjà, ils se connaissent, avec 2 axes qui sont importants. Un premier axe, c'est la création d'un annuaire en ligne des ressources dédiées. Quand on dit les ressources dédiées, ça veut dire ce dont on a parlé tout à l'heure, les médecins, à l'hôpital, en libéral, les psychologues, les neuropsychologues, les orthophonistes, le médico-social, le social, afin que justement, quand une famille est en difficulté, elle puisse aller consulter parce que cet annuaire, il sera disponible pour les professionnels, mais pour les familles aussi et pour les personnes. Il sera en ligne, en accès gratuit. Donc pour se retrouver un petit peu dans tous ces méandres. Et l'organisation de journées TC en Occitanie, la dernière, c'était la 4e, elle a eu lieu fin juin 2025 sur le thème de l'indemnisation et de la compensation. Et au niveau national, est-ce qu'il y a d'autres initiatives intéressantes qu'il faudrait mentionner pour qu'on sache un petit peu ce qui se passe dans ce domaine ? En France, c'est un peu le même modèle qu'en Occitanie. C'est en fait la création de réseaux, de mise en commun, de réseaux d'interconnaissance et puis de centralisation des ressources. Alors, il y en a pas mal qui existent. Certains existent depuis assez longtemps, d'autres sont plus récents. On peut citer le CLANA en Nouvelle-Aquitaine, Résacel en Auvergne-Rhône-Alpes. On peut citer aussi le Centre de ressources pour personnes cérébrolésées en Haute-Savoie, le réseau TCAVC dans les Hauts-de-France, le Centre de ressources départementales sur la lésion cérébrale acquise 84, donc dans le Vaucluse. On voit que en France, on va pas dire chaque région, mais quand même un certain nombre de régions ont pointé les mêmes besoins de faire réseau. Et d'avoir un lieu unique où on puisse trouver l'information. Parce que là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y ait, pour l'Occitanie en tout cas, qu'il y ait après en ligne, on puisse trouver facilement une liste de professionnels. Est-ce que c'est la même idée ou c'est faire réseau au sens entre professionnels ? Alors, je pense que c'est les deux. À chaque fois, c'est faciliter le repérage pour les personnes et les familles de traumatisés crâniens, c'est faciliter le repérage des professionnels et aussi faire réseau entre professionnels parce que je pense que les professionnels ont besoin aussi de cette interconnaissance et de connaître toutes les initiatives qui se passent ici ou là, puisque on peut tous en bénéficier. Quand il y a une région qui met en place quelque chose, un programme intéressant, c'est pas la peine de le réinventer, on peut peut-être l'adapter à notre région. On va arriver sur la fin de notre échange. Avant que je te pose ma dernière question, est-ce qu'il y aurait quelque chose qu'on n'a pas abordé et que tu aimerais partager ? Oui, mais c'est un peu délicat. Parce que souvent, en fait, quand les familles viennent nous voir, donc ça c'est souvent la demande des familles, il y a une question qui revient, qui est très déconcertante et à laquelle c'est impossible de répondre, mais c'est une demande qui est légitime, c'est est-ce que mon proche va guérir ou est-ce qu'il va redevenir comme avant ? Alors ça, c'est compliqué parce que, comme je vous disais, il n'y a pas de réponse, et surtout nous, on n'est pas médecins, donc on ne peut pas répondre. En même temps, on ne peut pas mentir. On peut pas dire oui, vous allez voir, tout va bien aller. On peut pas dire non plus, attendez-vous à ce que ça soit pas facile, parce que ça, on ne le sait pas non plus. Donc, il y a une difficulté de notre part à répondre quelque chose, et puis il y a une autre difficulté pour les familles, et ça c'est difficile pour nous, c'est à quel moment de leur parcours à elles en sont pour entendre ou pas une information. Parfois, on en discutait avec une administratrice. L'autre jour, on s'est dit, on a essayé d'être le plus bienveillante possible, mais est-ce que ce qu'on a dit, ça n'a pas été mal perçu, mal vécu ? Parce qu'on a dit, avec le plus de précautions possible, la recherche, c'est pas votre proche d'avant, c'est votre proche de maintenant, comme il est. Et à quoi elles doivent être occupées, les familles, à ce moment-là, c'est d'accompagner, pas à pas, au fur et à mesure, leurs proches, sans pression, en étant soutenantes, étayantes, bienveillantes, elles le sont, mais alors c'est compliqué parce qu'on en a des attentes, on les a ces attentes, bien sûr, et nous on le sait, c'est pour ça que c'est aussi difficile à dire parce que nous aussi on les a eues ces attentes, et elles sont légitimes comme je disais tout à l'heure. Mais en même temps il faudrait essayer d'en avoir moins, c'est compliqué ce que je dis, parce que, ce que je disais tout à l'heure, d'abord, des fois, on est déçu, ou on est exaspéré, ou on est perturbé. C'est une grave perturbation. Souvent, dans le TC, on parle de rupture identitaire, mais pour les familles aussi, c'est une rupture. On peut pas parler de rupture identitaire, mais... Justement, tu peux nous dire ce que c'est, parce que c'est peut-être pas
Clair pour tout le monde, rupture identitaire, ce que ça signifie. Un des slogans de toutes les AFTC, c'est que la personne cérébrolésée, elle est ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre. Elle est la même parce que elle a son passé, elle a son vécu, mais les séquelles font qu'elle ne peut plus être complètement la même. Donc en fait, elle-même, elle ne se reconnaît pas toujours dans son nouveau soi. C'est ça qu'on appelle la rupture identitaire. Je crois que même nous, dans les AFTC, qui sommes familles et qui rencontrons beaucoup de familles, je pense que même nous, on ne peut pas se rendre compte de ce que c'est. Je pense qu'il faut le vivre pour le comprendre. Mais ce qu'on peut éprouver, c'est ce désarroi quand on est famille de se dire, mais avec notre proche, on a des choses qui sont des mécanismes. Hein. On s'attend à des choses, on se dit qu'on le connaît, tout ça. Et tout d'un coup, il faut qu'on révise tout ça. Et il faut qu'on le révise. Pas une bonne fois pour toutes. Il faut qu'on le révise à chaque instant. C'est ça qui est complexe. C'est qu'à chaque instant, à chaque fois qu'il se passe quelque chose de particulier, il faut que nous, on se réajuste en fonction de ça. Je pense que les familles des cérébrolésés deviennent des êtres hyper adaptables. Mais par obligation, parce que parfois nos proches, ils ont une petite rigidité mentale qui fait que pour eux, c'est difficile de s'adapter. C'est coûteux cognitivement, ils ne le peuvent pas. Donc si nous, on s'adapte pas, alors ça peut pas fonctionner. Et cette adaptation constante comme ça, c'est vrai que ça peut devenir fatigant, ça peut devenir déroutant, mais en même temps, si on fait pas comme ça, moi je pense que ça peut pas fonctionner autrement que comme ça. Ce que tu nous partages, ça vient pile avec la question que j'allais te poser. C'était quel conseil donnerais-tu à une personne ayant eu un TC et à son entourage? Donc là, on a déjà un premier conseil, mais peut-être que tu en as d'autres pour aider les personnes qui vont écouter cet épisode. Il y a une première chose qui me paraît évidente, c'est de se rapprocher de gens qui l'ont déjà vécu. Donc c'est pour ça que le fait de contacter des AFTC, c'est important. Pour les familles, mais pour les personnes aussi, parce qu'on peut mettre en contact des gens qui ont vécu des expériences similaires. Ça, c'est vraiment important parce que nous, à cette étape-là, on fait vraiment une sorte de bilan et je pense que c'est important parce que c'est une base un peu solide pour avancer, faire les pas d'après. Dans notre accompagnement, ce que j'ai pas dit, c'est que c'est souvent des accompagnements au long cours. C'est-à-dire qu'on voit les personnes une fois, et les familles aussi, on les revoit. Ils nous rappellent, on échange par mail. Alors on aimerait qu'ils nous tiennent plus au courant, mais ils nous tiennent quand même au courant, en tout cas quand il y a des difficultés, de façon à ce qu'on puisse avancer pas à pas. C'est vraiment un axe de facilitation, c'est-à-dire je suis bloquée, j'ai besoin de ressources, qu'est-ce que vous avez identifié qui peut m'aider pour que je passe à l'étape suivante? Donc vraiment se tourner vers des gens qui ont déjà vécu ça, évidemment être bien accompagné et pris en charge, surtout médicalement, ça c'est vraiment important. Je fais une petite digression, mais pour les personnes qui ont eu un accident de la voie publique ou domestique avec un tiers responsable, il faut vraiment aller voir un avocat ou une avocate spécialisée dans le droit de la réparation du dommage corporel qui connaît la cérébrolésion, parce que je n'ai pas prononcé le mot, pourtant j'aurais dû depuis le début. La difficulté de la cérébrolésion, c'est qu'il y a une partie du handicap qui est invisible. Donc, l'entourage, et a fortiori l'entourage très large, ne comprend pas, n'identifie pas, ne repère pas, et donc ne peut pas se poser les bonnes questions, et donc ne peut pas apporter les bonnes réponses. Donc ça, c'est vraiment important, cette notion de handicap invisible. Écoutez, merci beaucoup. Sur la question de l'indemnisation, on a un épisode dédié sur le sujet, donc je vous invite à l'écouter. Et puis donc, si vous avez besoin de conseils et d'accompagnement, allez sur le site de France Cérébrolésion pour pouvoir trouver les coordonnées de l'association qui est présente dans votre région ou dans votre département. Merci beaucoup Edith. Merci Sophie. Merci pour votre écoute. Pour retrouver tous les épisodes de Vivre avec un traumatisme crânien, abonnez-vous sur votre plateforme préférée. Vous avez aimé l'épisode? Partagez-le avec votre entourage, parlez-en autour de vous pour que d'autres puissent être informés. Ce podcast est possible grâce au soutien financier de l'Agence régionale de santé de l'Occitanie. À bientôt pour un nouvel épisode.